Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. J'ai été choqué cette semaine quand j'ai écouté la conférence de presse donnée par le porte-parole du gouvernement fantoche de Ouattara Draman, le très bedonnant Amadou Koulibaly. Cet individu qui a des difficultés d'élocution et des difficultés sérieuses de maîtrise de la langue officielle provisoire de l'État de Côte d'Ivoire qu'est le français, et qui néanmoins est présenté comme un professeur de français. Cet individu, répondant à la presse ivoirienne, qui lui demandait de s'exprimer clairement sur la posture de la Ouattari après les déclarations inflammatoires du président Emmanuel Macron, il a dit que la Côte d'Ivoire n'avait aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Autrement dit, que la Côte d'Ivoire consentait aux propos du président Macron. C'est étonnant. Mais qu'a dit le président Macron? Il a dit que c'est lui, le président de la République française, qui a envoyé les présidents africains du Sénégal, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, que c'est lui qui les a envoyés dire qu'eux, ils vont retirer leurs troupes militaires. C'est ce qu'a dit le président Macron, que les chefs d'État africains qui se sont exprimés sur le retrait des troupes françaises l'ont fait sur la base de son autorisation, lui, le chef. Il leur a dit, Alassane, tu peux aller dire aux Ivoiriens que nous allons retirer les militaires français de Côte d'Ivoire. Bassirou Diomaye Faye, tu peux aller dire aux Sénégalais que moi, Emmanuel Macron, président français, je t'autorise à dire que l'armée française peut se retirer. Macron a dit, en réalité, que toi, le général, le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, tu peux aller dire aux Tchadiens que moi, Emmanuel Macron, je t'ai autorisé à leur dire que l'armée française s'en va. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'Oligui Nguema, le général Dansoman de Libreville, a reçu instruction de lui d'aller dire que l'armée française va alléger son dispositif. Voilà ce qu'a dit le président Macron. C'est nous, c'est la France qui a choisi de partir. Personne n'a dit à la France de partir. Et il y a même des chefs d'État qui s'accrochaient aux pantalons français en disant partons, ne partez pas, si vous partez, on va avoir des problèmes, oh sans vous, qu'est-ce que nous serions? Voilà ce qu'a dit le président Macron. Et le porte-parole du gouvernement de Ouattara Draman dit qu'il n'a rien à redire dessus. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara accepte que le président Macron le présente comme un pantin, une marionnette, un individu manipulé, un individu invertébré, un individu inconsistant, un hochet. Un jouet de Noël usagé. Quelqu'un qui prétend être le président de la Côte d'Ivoire entend le président français dire que c'est lui qui lui a donné des ordres. Le président français dit que lui, Ouattara, ne voulait même pas que l'armée française se retire, mais que c'est la France qui a forcé Ouattara à accepter que l'armée française s'en aille. Malgré une telle humiliation abyssale, totale, une humiliation tellurique, Ouattara Draman dit à son porte-parole, merci à toi Gabriel Nkot, Amanke Amanbassa. Ouattara dit à son porte-parole d'aller dire qu'il n'a rien à dire. Hein? Est-ce qu'on peut être plus lâche qu'Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut être plus lâche que lui actuellement en Afrique? Incroyable. C'est incroyable. La deuxième chose qu'affirme le porte-parole du gouvernement de Ouattara Draman, Amadou Koulibaly alias le bedonnant alias Michelin Bibendum, il dit que il n'a pas souvenir que l'armée française que la France ait aidé la Côte d'Ivoire
Il n'a pas souvenir que la France ait aidé la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce qu'on peut nommer porte-parole d'un gouvernement africain un individu aussi bête? Alassane Dramane Ouattara a publiquement dit « Je ne dois rien à personne sauf la France ». Et dans cette interview donnée à Jeune Afrique, Ouattara disait pourquoi il était reconnaissant envers la France. Il est reconnaissant envers la France, il le disait, parce que c'est la France qui l'a imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les propos de Ouattara. C'est la France qui a fait basculer l'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine en sa faveur. Alassane Ouattara l'a reconnu. Je ne dois rien à personne sauf à la France. Propos de Ouattara. Et propos de son porte-parole, je ne me souviens pas que la France soit intervenue pour aider militairement la Côte d'Ivoire. Mais qui a bombardé le palais présidentiel ivoirien en 2011? Qui a bombardé depuis les hélicoptères de guerre, les hélicoptères Puma? Mais je dis, qui a détruit la flotte aérienne de l'armée ivoirienne en 2004? C'est pas la France? Mais quelle est l'armée étrangère qui a accompagné les troupes de la rébellion dans le palais présidentiel pour prendre Gbagbo et sa famille? Mais tout le monde a les images de l'armée française dans le palais présidentiel, oui ou non? Et Amadou Koulibaly, nous tous on était là. Amadou Koulibaly dit que la France n'a pas aidé le régime ivoirien actuel, que la France n'est pas intervenue militairement en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des journalistes qui sont assis devant lui, il n'y a personne pour lui dire, mais monsieur le porte-parole, n'insultez pas la mémoire des gens. Les interventions militaires de la France en Côte d'Ivoire sont légion. L'armée française que vous voyez là a même massacré des civils. Ici, à l'hôtel Ivoire, juste à côté. Le palais présidentiel, là, il est aux deux plateaux, là. L'hôtel Ivoire, si tu sors du palais présidentiel, tu lèves la tête, tu vois l'hôtel Ivoire. Et Amadou Koulibaly, le bedonnant individu, est en train de mentir. L'hôtel Ivoire est à moins de 2 km, à vol d'oiseau. Moins de 2 km. Tu fais comme ça, paf, tu es à l'hôtel Ivoire. S'il n'y a pas d'embouteillage à Abidjan, là, tu as 10 minutes pour partir du palais présidentiel et arriver à l'hôtel Ivoire. Et devant cet hôtel Ivoire, le 9 novembre 2004, l'armée française a assassiné 60 Ivoiriens. Dans le cadre d'une stratégie pour prendre le pouvoir, renverser Laurent Gbagbo. Comment donc quelqu'un, un homme pourtant qui est de la cinquantaine, à tout prendre, Amadou Koulibaly, peut prétendre que la France, l'armée française n'est pas intervenue en Côte d'Ivoire, alors que son chef, son patron, Ouattara, lui dit « Je dois tout à la France ». Voilà le deuxième point qui m'a profondément choqué. Mais il y a un troisième point qui m'a choqué dans l'attitude de ce porte-parole nul. Nullissime, que dis-je? Un troufion. Amadou Koulibaly. Il est tellement nul. Ça fait peur. Sa nullité est abyssale. C'est un trou dans le vide. Amadou Koulibaly. Ce monsieur-là, on lui demande très clairement d'expliquer quel est le statut du camp militaire du 43e Bima. Est-ce que ce camp militaire, merci à toi Magic, est-ce que ce camp militaire du 43e Bima, qui va être rétrocédé à la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aura plus de militaires français dedans? Si vous écoutez bien sa réponse, il vous dit très clairement que les accords de coopération militaire n'ayant pas été rompus, les militaires français vont rester en Côte d'Ivoire. Qu'il n'a jamais été dit qu'il n'y aura pas de militaires français en Côte d'Ivoire. Si vous suivez bien son intervention, il reconnaît que, puisque les accords de coopération militaire n'ont pas été rompus, l'armée française va continuer d'être présente en Côte d'Ivoire. Et si vous écoutez les témoignages de nombreux Ivoiriens à travers le pays, l'armée française est en train de multiplier, avec d'ailleurs d'autres armées étrangères, des sites dans lesquels elle est présente sur le territoire ivoirien. Il n'y a pas que le 43e Bima, où on voit des soldats français manifester leur présence. Il y a plusieurs endroits. Et Alassane Dramane Ouattara a récemment indiqué au Djenné, à l'armée américaine, comme le lieu pour construire une base. Donc, les propos d'Amadou Koulibaly sont choquants parce qu'ils sont contrefactuels. Ça contredit tout ce que les Ivoiriens voient. Ça contredit tout ce que le monde voit. Et voilà pourquoi sa conférence de presse est l'une des plus nulles qu'il ait données. Parce qu'il a souvent fait des conférences de presse nulles, mais celle-là, c'est la nullissime.
En fait, il a complètement discrédité la ligne de Ouattara. Alassane Ouattara avait tenté de récupérer une certaine superbe, une certaine fierté, en donnant l'impression d'avoir quand même participé à la décision de retrait de l'armée française. Les propos du président Macron montrent que Ouattara n'a rien décidé, et même que l'armée française ne veut pas partir de Côte d'Ivoire. Qu'elle veut, en réalité, comme l'a révélé le général Didier Castres lors de son audition du 6 février 2024 à la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, elle veut simplement reconvertir sa présence officielle militaire en présence officieuse mercenaire en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Et cet individu abject d'Amadou Coulibaly, eh bien, par ses incohérences, par son incongruité, par le caractère illogique de sa réflexion et de ses propos, a très clairement contribué à étaler la nullité de la diplomatie ouattarienne, la lâcheté de Ouattara Dramane contre l'Afrique. Et je passe maintenant au dernier sujet. À l'avant-dernier sujet. Bon, je vous préviens déjà que j'ai annoncé un 5e sujet, mais je l'aborderai plutôt dans une conférence demain, parce que je sais que c'est un sujet qui demande un travail d'analyse qui pourrait nous prendre quand même au moins 1 heure. Je vais diviser la difficulté, je le ferai demain. Le 5e sujet sur l'intoxication idéologique française par le mythomane Lou Vialet. Ce sera le commentaire d'un article de la propagande néocolonialiste française, et dont l'un des agents attitrés est un certain Lou Vialet, qui s'est plusieurs fois attaqué à ma personne. Mais là, demain, je vais faire un sort à la bouillabaisse qu'il a produite dans ce journal, qui s'appelle le journal Causeur, le Causeur. Le Causeur. Ça, j'en ferai une émission spéciale. Mais maintenant, j'aborde le Bénin à feu et à sang et l'accident d'hélicoptère qui trahit la félonie de Patrice Talon. Vous êtes au courant qu'il y a eu un accident d'hélicoptère militaire au Bénin et que les occupants de cet hélicoptère étaient des blancs, des soldats blancs. Ils peuvent être soit des soldats français, soit des soldats américains. De toute façon, ce sont des soldats blancs. On voit bien qu'ils ne sont pas d'origine africaine. Vous savez aussi que l'armée béninoise, et là j'adresse mes condoléances à cette armée et au peuple béninois, a subi une attaque terroriste terrible. Au moins 28 militaires béninois aux frontières nord du Bénin ont été tués par les criminels terroristes. Et j'ai vu d'ailleurs quelques extraits de vidéos atroces de la barbarie des terroristes contre notre armée africaine au Bénin. Voilà le contexte dans lequel se trouve Patrice Talon. Mais comme c'est un homme qui a décidé de tourner le dos à la vérité, je suis frappé par le fait que quand l'hélicoptère militaire tombe, le gouvernement béninois refuse de communiquer. Et c'est la population, ce sont des citoyens, des internautes citoyens, qui ont relayé du mieux qu'ils pouvaient des informations plus ou moins pertinentes sur l'accident. Pourquoi Talon a-t-il honte de communiquer en temps et à heure quand il y a un accident d'hélicoptère militaire dans son pays? Talon a honte parce que la composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer les accusations du Niger contre son régime. La composition de cet hélicoptère militaire vient confirmer ce que l'Alliance des États du Sahel reproche au régime béninois, à savoir d'être une base arrière des forces néocolonialistes et impérialistes qui ont saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique, envahi le Sahel, et qui organise l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion de la République démocratique du Congo, afin de continuer à piller allègrement les richesses du continent africain. Talon a honte d'en parler parce que les internautes béninois, les civils, ont filmé l'hélicoptère et ont filmé les soldats occidentaux, dont certains sont sortis sonnés groggy de l'hélicoptère et on ne sait pas combien seraient morts et de quelles blessures ils souffriraient. Talon a honte de communiquer sur cet accident parce que cet accident confirme, si il était besoin d'en douter, les accusations du président Tchani. Voilà la première raison. Deuxième aspect du problème. L'armée béninoise est sauvagement attaquée. L'armée béninoise laisse sur le carreau plus de 28 de nos braves soldats, de nos frères et sœurs, des pères de famille, des familles de notre Afrique béninoise ont été endeuillés. Je voudrais commencer ici par m'incliner sur les victimes de la barbarie terroriste contre notre armée africaine du Bénin. Il n'est pas question pour moi ici de prendre le moins de plaisir
à ce qu'on assassine atrocement les soldats d'une armée nationale qui font le travail de protection de leur peuple. Que mon propos ne soit ni de près ni de loin interprété par qui que ce soit comme étant un manque de solidarité envers mon peuple africain du Bénin, auquel je suis attaché par plusieurs familles qui font partie de ma famille. Attaché par la conscience d'intellectuels panafricains. Attaché par le devoir de vérité et de justice, de solidarité envers tous, dans toute la mesure du possible. Donc je salue la mémoire des soldats béninois qui sont tombés. Je salue la mémoire de l'armée béninoise qui fait de son mieux pour protéger son peuple. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Patrice Talon a fait venir les mercenaires de l'armée rwandaise au Bénin, soi-disant qu'ils étaient plus aptes que l'armée béninoise à protéger le sol béninois. Mais écoutez, est-ce que c'est normal que quand il y a des soldats qui tombent, ce soit toujours les soldats seulement béninois? Où sont les Rwandais, les gens de Kagame, que Talon a amenés pour dire qu'ils sont très forts? Où sont-ils pour affronter les terroristes? Parce que ça me rappelle l'étrange schéma de la MINUSMA au Mali, qui passait son temps à nager dans les piscines bleues de Bamako, pendant que l'armée malienne mourait au front. J'ai l'impression que depuis que les Rwandais là sont arrivés au Bénin, ils ne sont jamais à l'endroit où sont les terroristes. Comment ils font, les soldats rwandais là? Ah, Talon. Donc ils sont concentrés sur la protection de Talon, pendant que les Béninois, eux, sont exposés aux terroristes. Parce que chaque fois qu'il y a des soldats qui tombent sous le coup des terroristes, ce sont les soldats de l'armée béninoise. Or, Talon a signé un accord de coopération militaire, soi-disant pour que Kagame l'aide à combattre les terroristes. Est-ce que l'armée de Kagame fait aussi, comme les armées de la MINUSMA et de toutes les forces néocolonialistes, de la lutte antiterroriste à tête chercheuse? C'est-à-dire que quand on dit que les terroristes sont là-bas, eux, ils vont là-bas. Non, mais il faut qu'on interroge de quelle utilité est la présence de l'armée rwandaise ou des mercenaires rwandais chez nous au Bénin. Ils font quoi là? J'ai vu les images de soldats béninois assassinés dans les tranchées, trucidés comme des poulets. Mais, monsieur Kagame, vous avez garanti à Patrice Talon que ça n'allait plus arriver, non? Comment peut-il y avoir une attaque aussi lâche contre l'armée béninoise, alors que son allié supposé, sa gardienne, sa supérieure, celle qui se connaît en tout, mais pourquoi ils ne sont jamais à l'endroit où il y a les combats les plus durs? C'était exactement comme cela au Mali. Exactement comme ça au Niger. Exactement comme ça au Burkina. C'était exactement comme ça au Tchad. Ces armées néocolonialistes ne sont jamais où sont les terroristes. Ils sont tranquilles dans leur camp, en train de se dorer la pilule. Ils ont pourtant le renseignement aérien, satellitaire, ils ont tous les renseignements. Et eux, jamais, quand ils perdent un soldat, ils vont parler pendant 800 ans. Oh, on a perdu un soldat, on a perdu un soldat. Les Africains perdent des milliers, des dizaines de milliers de soldats. Les Africains, eux, ont donné 3 millions de militaires pour la France. On n'a même remboursé aucun pays africain pour ça. Mais quand il y a 57 des militaires français qui perdent la vie au Sahel, oh, mon Dieu, on nous bassine avec ça le matin, à midi, le soir, même quand on dort, on nous rappelle ça. Bon, les Rwandais, sont-ils en train de se comporter dans la lutte antiterroriste au Bénin comme la MINUSMA et toutes les troupes néocolonialistes occidentales se comportaient au Burkina, au Mali, au Niger et même au Tchad? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le Tchad a demandé à l'armée française de partir, c'est sa non-assistance à Tchad en danger. Le président Déby l'a dit, non? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le président maréchal Mahamat Idriss Déby. Il dit la présence est obsolète. Est-ce que la présence de l'armée rwandaise au Bénin, béninois, est-ce qu'elle n'est pas obsolète? Parlons peu, parlons vrai. Si l'armée béninoise, finalement, est obligée de se débrouiller toute seule, que fout l'armée rwandaise sur son sol? Il faut que les militaires béninois, à un moment donné, mettent M. Talon face à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Bénin ait une armée solide, des alliances positives et utiles à la protection de son peuple, ou il veut que le Bénin soit fragile. Parce que ces attaques terroristes contre le Bénin ont pour but de rappeler aux Béninois qu'ils doivent rester soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme. Ce sont des piqûres de rappel pour dire « nous vous tenons ».
Ce sont des piqûres de rappel pour dire au Bénin, si vous allez vers l'AES, si vous allez construire une alliance avec le monde multipolaire, on va vous faire la peau. On va vous faire la peau. Mais en fait, la seule solution, c'est l'alliance avec l'AES. La seule solution, c'est l'alliance avec le monde multipolaire dans la lutte antiterroriste. Ce sont les seules alliances qui marchent. C'est l'alliance panafricaniste. C'est l'alliance panafricaniste qui marche. Il n'y a pas autre chose qui marche dans la lutte antiterroriste. C'est l'alliance avec les puissances du monde multipolaire qui marche dans la lutte antiterroriste. C'est vrai ou c'est faux? Donc, M. Talon, il faut qu'il se prépare à tourner littéralement ses talons et à laisser le Bénin aller vers sa véritable souveraineté. Sa politique de défense et de sécurité est floue. Elle est même dangereuse pour le Bénin. Je salue la mémoire une fois de plus des soldats béninois tombés et j'appelle à une clarification géostratégique et géopolitique au Bénin parce que ce pays ne va pas être livré aussi facilement à la duplicité de l'impérialisme. Ce qu'il fallait démontrer. Je passe à l'avant-dernier, je passe maintenant au dernier sujet de cette matinée puisque je vous ai rapporté ah mais si vous comptez sur la CEDEAO, Talon était prêt à attaquer le Niger, mais il n'a pas de militaires pour protéger le Bénin. C'est attaquer le Niger, il était chaud pour ça. Le proverbe africain dit, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Les enfants savent courir, mais c'est se cacher qui les dépasse. On voit maintenant que M. Talon est dans la position de l'enfant qui court, mais qui ne sait pas où se cacher. Dernier sujet de cette émission, je voudrais toucher un mot sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Pendant que les mercenaires rwandais du M23 continuent à faire leur ravage dans le Kivu, la classe politique de Kinshasa connaît une réorganisation progressive des alliances, avec un rapprochement fort entre l'ancien président Joseph Kabila et l'opposant de Lubumbashi, Moïse, rappelez-moi son nom, Moïse Katumbi, son nom me sortait de la tête. Est-ce que ce changement d'alliance augure quelque chose de meilleur pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'une alliance Katumbi-Kabila pourra mieux gouverner Kinshasa dans l'intérêt, le Congo, dans l'intérêt du peuple congolais que l'actuel gouvernement, l'actuel gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo? Je voudrais répondre clairement que non. Non. Le Congo doit chercher une solution vers un leadership panafricaniste révolutionnaire authentique. Et le leadership panafricaniste révolutionnaire authentique n'est ni chez Tshisekedi, ni chez Kabila fils, ni chez, comment il s'appelle, l'homme du Katanga, Moïse Katumbi. Katumbi, Tshisekedi et Kabila fils sont tous des alliés de l'ultralibéralisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Ils ont tous, à un moment donné, en réalité, dealé avec le Rwanda de Kagame, dealé avec l'OTAN, dealé avec l'Alliance anglo-américaine. Ils en sont tous dépendants. Voilà pourquoi mon analyse est la suivante. Le rapprochement entre Kabila et Katumbi, même si ça donnait une victoire du duo Kabila-Katumbi pour diriger le Congo, ne résoudrait pas le problème de la déstabilisation du Congo, parce que Kabila-Katumbi sont tous aussi bien en allégeance avec l'OTAN, l'Union européenne, les clubs de Paris, de Londres, etc., que Tshisekedi Tshilombo. La solution est dans un leadership révolutionnaire panafricaniste congolais qui s'inscrive clairement dans la droite ligne de Lumumba de Moulele et dans une certaine mesure du révolutionnaire Laurent Désiré Kabila. C'est ce que je voulais dire. Je vois les Congolais et les Congolaises commencer à rêver d'un retour en force du duo
Kabila Joseph, Katumbi Moïse, face aux faiblesses de Tshisekedi Tshilombo. Je leur dis, ça s'appelle aller de Charybde en Scylla. Le Congo République démocratique ne sera pas sorti de l'embourbement dans lequel il se trouve parce que Joseph Kabila et Katumbi l'emporteraient contre Tshisekedi et ses autres alliés. Ça ne marchera pas. Et il faut qu'émerge dans les forces vives de la société civile, dans les forces vives de l'armée congolaise, un leadership authentiquement panafricaniste révolutionnaire. Celui qui va mener la grande révolution géostratégique et géopolitique de la République démocratique du Congo et mener le bon combat de la libération de la terre africaine du Congo et du grand poumon de l'Afrique qu'est la République démocratique du Congo, pays minièrement le plus riche de la terre. C'est ce que je voulais dire. Et avertir ceux qui peuvent se laisser tromper par les sirènes de ces autres néocolonisés qui font semblant d'être une alternative à Tshisekedi alors qu'ils ne sont pas meilleurs que lui. On les a vus au pouvoir. Notamment Joseph Kabila, on l'a vu au pouvoir. Certes, les investissements avec la Chine, etc. marchaient du tonnerre. Mais il n'a pas changé la doctrine géostratégique. Il n'a pas marché dans les pas que son père avait décidé d'emprunter, les pas de Lumumba et de Moulele. Joseph n'est pas un lumumbiste, c'est pas un mouléliste, il n'est pas un panafricaniste révolutionnaire. D'ailleurs, dans toute l'Afrique, on le connaît pour rien en rapport avec le panafricanisme révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a été au pouvoir pendant 2 mandats et qui n'a rien fait pour l'Afrique. Rien du tout, Joseph Kabila. Donc qu'on ne vienne pas nous pomper les oreilles avec son retour. Sa barbe a beau être belle et blanche, encore plus blanche que celle de nous autres. Son silence de sphinx, etc. être impressionnant. Joseph Kabila n'est plus l'homme de la situation émancipatoire de la République du Congo. Écrivez ça. Maintenant, si les Congolais veulent, pour ainsi dire, retomber dans les erreurs du passé, mais qu'ils lui accordent le moins de crédit. Ils n'auront plus que leurs yeux et leurs larmes à faire couler. Merci. Voilà mes chers amis, pour aujourd'hui cela suffit. Je vous remercie infiniment, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci de la partager, merci de votre soutien.